dernière présentation donc, par le professeur Jean-Arthur Nicolo-Franqui, praticien hospitalier, professeur des universités en physiologie, qui travaille au CHU de Bordeaux, au service universitaire de médecine du sommeil, et qui travaille également en philosophie et dirige un DU de philosophie psychiatrique. Merci Jean-Arthur, tu vas nous parler de sémiologie du sommeil, un rêve pour la psychiatrie, le titre exact. Merci beaucoup Cléa et merci au bureau de l'AESP pour l'invitation dans ce forum des associations. Merci aussi au CFP et à Nathalie Isabelle pour son accueil renouvelé chaque année et bienveillant par rapport à l'AESP. Alors, pour ceux qui avaient l'ancien programme, on avait prévu qu'une philosophe vienne, Marine Serretti, pour diverses raisons, elle n'a pas pu venir, elle s'en excuse. Mais elle avait fait un livre qui s'appelait « Endormi, le sommeil profond et ses métaphores dans l'art de la Renaissance ». Et l'idée, c'était un peu de travailler avec elle l'aspect historique et métaphorique qu'on peut trouver dans l'esthétique de la Renaissance. Alors moi, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas non plus philosophe, mais on va essayer de tramer quand même quelque chose autour de la métaphore et du sommeil pour aborder le rêve physiologique pour la psychiatrie. Alors, qui prendre comme philosophe quand on s'intéresse aux rêves et aux liens avec la science? Bien sûr, Gaston Bachelard, qui, dans la psychanalyse du feu, a exploré la difficulté qu'il y avait pour un scientifique d'aborder rigoureusement, c'est-à-dire objectivement, le feu. Comment aborder le feu? Parce qu'il est pris dans un ensemble de métaphores qui troublent la façon dont on peut aborder le feu et les flammes. Et donc, il y a une difficulté ancienne et irrésolue d'établir un savoir scientifique sur ce feu et ce flamme, tant l'inconscient des scientifiques est pollué par les métaphores du feu. Il suffit que nous parlions d'un objet pour nous croire objectifs, mais par notre premier choix, l'objet nous désigne plus que nous nous le désignons. L'objet nous désigne plus que nous nous le désignons, et ce que nous croyons, nos pensées fondamentales sur le monde, sont souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit. Et bien parfois, quand on aborde la sémiologie en psychiatrie, on a l'impression que les unités sémiologiques sont un peu comme le feu du scientifique. C'est quelque chose qui nous confronte à la jeunesse de notre esprit scientifique en psychiatrie. Et donc la question, c'est comment faire à partir de ce point de départ, d'une articulation qu'il y aurait entre ce qui nous désigne plus que ce qui désigne l'objet qu'on étudie, et la place de la rêverie et de l'approche scientifique par rapport à la sémiologie. Alors, l'énigme quand on est psychiatre, c'est bien sûr le trouble psychiatrique. Qu'est-ce que c'est un trouble psychiatrique? Et il semble qu'un point de passage obligé de notre discipline, ça soit le symptôme en psychiatrie. C'est ce qu'on apprend quand on est étudiant, c'est ce qu'on continue à faire quand on est senior. Notre spécificité, et notre spécificité par rapport à la neurologie, c'est notre clinique sémiologique. On n'a pas le même vocabulaire. Et donc, un point de passage obligé, c'est en sociologie des sciences un mécanisme par lequel des acteurs d'un monde social et naturel se mettent progressivement en forme et se stabilisent. Et donc, la sémiologie est un vrai élément de stabilisation de notre discipline, et donc il faut la prendre au sérieux. Alors, pour aborder ça, il faut aller voir que les symptômes peuvent être un élément de langage qui nous permet d'aller au parage des troubles. Et ça, c'est la philosophie pragmatiste qui nous l'emmène. Elle nous dit, en fait, il y a vérité, comme il y a une vérité sur un symptôme, quand une idée consiste à guider de manière valable vers la chose qu'elle vise. Il y a vérité quand je pense que, il prend cet exemple, James, que je dis la cabane est là-bas au fond dans la forêt. Si j'arrive véritablement à aller à la cabane, c'est que le propos que je tenais sur la cabane était vrai. Vous voyez? Donc il faut y aller avec le corps pour aller voir la vérité. Et une idée est vraie quand elle ajuste votre vie à la configuration générale de cette réalité. Du coup, par rapport à la sémiologie, peut se poser la question de quel registre de langage a-t-on besoin pour penser et agir sur les troubles psychiatriques? Les mots étant des invites, des actants, des choses qui nous poussent à l'action. Pour cela, il est intéressant de penser les symptômes comme des métaphores. Alors, il y a deux livres de référence, Blumengerg et Lakoff et Johnson, sur les métaphores. Les métaphores, pourquoi c'est important? Parce que c'est des moyens pour surmonter les résistances que le réel oppose à sa saisie, pour représenter la totalité de la réalité dont on ne peut jamais faire l'expérience et que l'on ne peut jamais entièrement appréhender. Et un trouble mental, c'est bien ça. Et la métaphore va nous permettre de toucher de plus ou moins proche cette réalité qui nous échappe de toute façon, le vécu de la souffrance mentale. Des outils les plus importants pour essayer de comprendre partiellement ce qui ne peut être compris totalement. Comprendre partiellement ce qui ne peut être compris totalement, c'est l'usage de la métaphore.
Là, je vous ai mis les premières photographies en psychiatrie sur les aspects comportementaux. On pourrait en parler dans d'autres conférences de l'AESP. Mais ce qui est intéressant avec le symptôme, c'est qu'elle est prise sur le monde de la vie et que la métaphore invite à scruter la place et le rôle de celle-ci dans les rapports d'interaction qu'entretiennent les concepts scientifiques et leur base dans le monde de la vie. À fond rôle de traducteur, d'interface entre le monde de la vie et le monde de la science. Et ça, il y a un article récent de Kiermaier, en octobre 2023, qui vient de sortir, qui s'appelle « Cultural Poetics of Illness and Healing », la poétique culturelle de la maladie et de la santé. Kiermaier, c'est pas un obscur poète de la psychiatrie, c'est celui qui a coordonné la section transculturelle du DSM-4, 5 et TR. Et si vous regardez, la place de cette section prend de plus en plus de place et de pages dans le DSM. Au point que dans le DSM-5, ça a été une des grandes modifications, c'est-à-dire l'adjonction massive de contenu dans cette section transculturelle et voire même un guide d'entretien transculturel pour la sémiologie psychiatrique. Et là-dedans, il porte l'idée que la sémiologie a à voir avec les métaphores. Il nous faut ce modèle de métaphorique, alors que d'un psychologue, de James, qui je pense n'est pas très connu, mais qu'il a repris pour dire à partir de quelque chose, d'une expérience du sujet, le topic, la métaphore serait un véhicule, mais qui a un intérêt parce qu'en fait, elle véhicule autre chose. Il y a des constellations métaphoriques autour des métaphores, des constellations de petites métaphores annexes qui nous emmènent à aller décrypter d'autres éléments de l'expérience vécue. Et comme ça, il y a une boucle comme ça d'aller vers l'expérience vécue du sujet à travers la métaphore. Et donc, James, le psychologue qui est à la base de ce modèle, nous dit que la métaphore n'est pas uniquement un moyen d'augmenter les descriptions. Il augmente également énormément notre pouvoir de perception et notre compréhension du monde, et elle crée littéralement des nouveaux objets, des nouvelles capacités à aller au parage du réel, au parage des troubles mentaux. Alors c'est un peu ce qu'on a travaillé avec le jeu des 7 familles de l'AESP, c'est-à-dire de prendre chaque symptôme comme des métaphores, d'utiliser des descripteurs de chacun de ces symptômes et d'essayer de faire passer ces descripteurs à la machinerie de l'intelligence artificielle de Midjourney pour voir comment l'intelligence artificielle va mettre en métaphore, en image, en illustration cette sémiologie. Vous pouvez venir voir sur notre stand ces métaphores. Quelles sont les compétences pour aller chercher la métaphore, pour aller au parage du réel? Ça, c'est encore l'article de Kiermaier. Il nous dit, l'expérience du symptôme, c'est un discours, c'est quelque chose que les patients racontent, mais qui sont à partir d'une expérience physiologique. Donc il y a une réelle incarnation de l'expérience mentale, qu'il s'agit d'aller chercher avec une attention à la métaphore et une capacité imaginative. Et c'est pour ça que quand on forme les étudiants au recueil sémiologique, la capacité à travailler cette imagination, notamment en rapport avec l'art, la culture, les formes créatives et esthétiques, est important. L'autre compétence, c'est une compétence narrative qu'on peut aller chercher dans la littérature notamment. Et la compétence à pouvoir écouter les histoires des gens, parce que c'est à travers ces histoires et ces discours que l'expérience de son cerveau prend corps. L'expérience de son cerveau prend corps. Je me souviens, Marcel Ruffo, quand j'étais passé interne à Marseille, m'avait dit « le cerveau aussi peut somatiser ». Je n'avais pas très bien compris, mais je me rends compte là que je dis à peu près la même chose qu'il m'avait dit il y a 15 ans. Donc vous voyez, il faut que ça prenne corps et ça demande des compétences particulières. Alors cette prise de corps du symptôme, il y a un vieux modèle de German Berlioz, qui est un historien fameux de la sémiologie psychiatrique, qui nous dit en fait, le symptôme, c'est une construction socio-culturelle, socio-écologique, on pourrait dire, de choses qui sont un peu perturbées dans le cerveau et qu'il appelle la soupe primordiale. Là aussi, mon directeur de thèse, Jean Vion-Dury, il y a des Marseillais ici, me disait « le cerveau, c'est comme une soupe pistou ». C'est-à-dire une soupe qui n'est pas complètement mixée, mais pas complètement dure, quoi. C'est pas une pâte, quoi. Ouais, et c'est suffisamment organisé pour pouvoir avoir une dynamique structurée, mais créative quand même. Mais de cette soupe primordiale, dont on ne sait pas trop ce qu'il y a quand même une expérience je trouve pas les mots, vous voyez, parce qu'en fait, c'est avant les mots. Ça, c'était pas fait exprès, hein. Mais ça tombait bien que je trouve pas mes mots au moment où il n'y a pas les mots. Des fois, l'inspiration te tombe dessus sans t'en rendre compte. Je sais peut-être, on arrête là. Non, ouais. Non, parce que ça me fait penser en parallèle à des trucs, mais... Allez, on poursuit. On poursuit, merci. Donc, à partir de ces soupes primordiales, il y a la construction de symptômes, et c'est important de voir que le symptôme est à la fois le reflet
d'une modification physiologique et à la fois un construit social. Ça, c'était Berrios qui faisait des schémas comme un homme de 60... enfin, quelqu'un utilisait PowerPoint à l'époque. Maintenant, Kiermaier fait des schémas qu'il a repris. En fait, c'est bizarre parce qu'il ne cite pas Berrios, mais à peu près c'est la même chose. À partir d'un processus neurobiologique, l'expérience de la maladie qui conduit au rapport de symptômes, en fait, passe à travers le filtre d'énormément de couches qui passent de capacités cognitives jusqu'au contexte socio-écologique dans lequel on vit, la dernière couche. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à côté du processus biologique, là, qui est qu'une seule brique, il y a toutes ces briques qu'il faut prendre en compte. Et donc la sémiologie en psychiatrie pose l'idée qu'une sémiologie fiable doit être basée sur un soubassement physiologique. Ok, c'est le soubassement de la médecine, quelque chose qui cloche dans l'organisme et auquel on doit avoir accès à travers mon recueil clinique. Mais l'expérience de la maladie est incarnée dans des processus cognitifs et sociaux qui médient, qui modifient la traduction du fait physiologique, de l'altération physiologique ou psychologique en un symptôme ou un comportement. Et ce processus de médiation, il est le fait qu'on est embarqué avec eux. On est embarqué dans les histoires des gens, dans la sémiologie, dans les métaphores qu'ils nous racontent, ce qui ne veut pas dire qu'on se détache de la physiologie. Je suis professeur de physiologie, mais je pense qu'on accède à travers le récit et la littérature également à l'expérience du cerveau. On avait refait ce modèle avec les Achilles ici. On a fusionné un peu le modèle de Berrios et de Kiermaier, et vous pouvez aller voir dans l'encyclopédie médico-chirurgicale avec Steve Demazeux, on avait fait cet article sur la sémiologie en psychiatrie. Donc les formes de connaissances qui ont lien à voir la sémiologie, il y a cette notion de compréhension à droite, la Verstehen, comprendre l'expérience vécue de la personne dans son contexte psychologique et social. Mais il y a également l'autre pan, le fait d'expliquer l'Erklären, comprendre en termes physiopathologiques et psychopathologiques. Et voyez, là, on est pris dans la médecine, dans ces articulations qui font toute la beauté de notre activité médicale, mais qui fait la complexité, c'est qu'on doit être à la fois, d'un côté, de la compréhension, à la fois de l'explication, et au milieu, il y a ces capacités de coprésence, d'empathie, qui font recueillir la capacité à recueillir des symptômes. Alors, cette capacité à recueillir des symptômes, on pourrait dire le DSM, c'est creux, c'est objectif, c'est une machinerie de l'objectivation capitalistique américaine, sauf que il faut aller voir les introductions, la section transculturelle à la fin du DSM, etc. Le DSM, les critères sont encapsulés par des positionnements. Dans l'introduction du DSM-5, il est dit que le DSM est un objet socialement construit. Ouais, il assume comme ça. Et il est dit aussi que poser un diagnostic de trouble mental en conséquence ne saurait se limiter à simplement cocher des symptômes présents dans des listes de critères diagnostiques. C'est une première étape nécessaire, mais absolument pas suffisante pour faire le plan thérapeutique. Il y a la formulation de cas. Terme qu'on n'a pas trop l'habitude en France, mais qui commence à venir. Et cette section sur la case formulation, elle a été vraiment développée également dans le DSM-5-TR et elle s'articule avec les aspects transculturels. Et cette formulation de cas, dans le DSM, il dit mais ça se base sur l'expérience clinique. Vous pourrez aller voir la section dans le DSM, je ne vous lis pas tout le texte. Mais en fait, se pose la question, c'est l'expérience clinique, mais si on pouvait la modéliser maintenant, si la science évolue et on pouvait la modéliser. Et là, je remercie Christophe Gauck de m'avoir indiqué cette thèse qui vient de sortir de Julian Burger, qui nous dit le futur de la case formulation en psychologie clinique. Et il pose bien le fait que si d'un côté, on a l'expérience clinique, la pratique clinique, avec ses compétences narratives, ses compétences littéraires, ses compétences empathiques, ses compétences esthétiques, il y a aussi le fait qu'on articule notre pratique avec un champ de la recherche subjective. Le feu est entre les capacités de la rêverie et les capacités de la science. C'est ce que Bachelard nous propose. Et là, on le voit comme feuille de route scientifique de construction d'un savoir pour notre pratique clinique. Et entre les deux, il y a la modélisation computationnelle, il y a les théories. Et c'est très important de voir cette articulation autour de ces modèles, et il commence à sortir dans la recherche des choses qui évitent les dualités. Vous savez, quand il y a que deux éléments, généralement ça se confronte, c'est pas très productif. Triangulariser conduit tout le temps à avoir quelque chose qui nous permet de construire de manière beaucoup plus collective les choses. Et ça, ce modèle, je vous propose de le voir à deux niveaux. Alors sur le modèle de la thérapie cognitive comportementale, ça serait de manière diachronique ou synchronique. Pardon, synchronique, diachronique. Je fais le signe de croix en même temps, mais je suis désolé. De manière synchronique, l'idée est de se demander si la façon dont on peut être attentif à la formulation de la sémiologie ne pouvait pas nous donner accès un peu plus proche à cette soupe primordiale, à cette capacité à aborder à travers l'expérience sémiologique du sujet
les perturbations du cerveau. Et c'est en ce sens que je pense que la sémiologie, elle touche en psychiatrie directement aux causes. Une hallucination acoustico-verbale, c'est pas pareil qu'une hallucination acoustico-verbale. Quand vous allez la rechercher, vous touchez aux troubles de l'agentivité. Vous touchez à des processus cérébraux quand vous savez aller écouter, aller au parage du réel. Et le parage du réel du symptôme, il est à la fois très phénoménologique et très physiologique, et c'est ça qui fait la beauté de notre activité clinique. Et ça, c'était Northoff qui avait publié ça dans Moléculaire Psychiatrie. Vous voyez, on n'est pas dans psychopathologie, quoi. On est, même si c'est une belle revue aussi, dans une Moléculaire Psychiatrie. Il nous dit, voilà un modèle où vous avez les manifestations mentales, phénoménologisons ça avec le vocabulaire de la phénoménologie psychiatrique pour toucher au neural activity. Cela peut être aussi modélisé. Alors là, c'est des articles que je n'arrive plus à comprendre parce qu'ils utilisent un langage mathématique, mais la science a évolué en utilisant des langages mathématiques qui permettent de formuler et d'intégrer les différents faits. Mais on voit Kiermaier dans le réseau des acteurs qui travaillent sur ces éléments-là pour faire... Bon, ceux qui font de la modélisation computationnelle vont voir, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt cette figure suivante, c'est qu'on peut intégrer dans les modélisations computationnelles pas uniquement les mécanismes cérébraux, mais également les contraintes sociales du modèle de Kiermaier ou de Berrios. L'autre chose plus diachronique dans le temps, il s'agit de pouvoir modéliser ce que fait la formulation de cas, c'est-à-dire la prédiction de l'évolution et la prise en charge de l'anamnèse, la prise en compte de l'anamnèse. Et on voit là dans Lancet Psychiatrie le fait que la phénoménologie, non pas simplement en termes anglo-saxons de manifestation, mais la phénoménologie dans son ancrage anglo-continental, reprend de l'ampleur pour essayer de mieux prédire les courbes dynamiques. Le problème, c'est que la case formulation, elle n'a jamais été modélisée. Et en fait, un des rares papiers, c'est celui de Christophe Gau et de Damien Depanmaker, essaye de modéliser la formulation de cas et l'évolution clinique qu'il peut y avoir quand on explore la sémiologie, en tenant compte dans les modèles à la fois des contraintes socio-écologiques, à la fois de la soupe primordiale. Christophe, je suis désolé, je te réapproprie la soupe primordiale ici, mais j'ai vu que tu avais mis une petite illustration, la métaphorique, qui a dû passer inaperçue par rapport à l'éditeur, mais tu nous diras d'où elle vient, et les symptômes mentaux. Vous voyez cette articulation-là, comment modéliser tout ça pour faire des profils évolutifs des patients et objectiver la formulation clinique si des personnes veulent aller plus loin. Petit teasing, vendredi matin à 8h. Alors, tout ça peut être, non pas modélisé, mais intégré dans un framework conceptuel qui permet de penser un framework de recherche futur pour la psychiatrie. Et ce framework, il a été proposé récemment par l'équipe de Kiermaier encore, qui est d'intégrer les neurosciences en psychiatrie suivant une perspective culturelle, écosociale et systémique. Et donc de proposer quelque chose où les étages ne sont pas accumulés comme des piles d'assiettes, mais on propose des dimensions réellement transversales autour de l'incarnation, l'embodiment, de l'action, l'enactment, de la situation, le fait qu'on est embarqué en Bunning et qu'on est extended, on est toujours situé dans un monde qui nous dépasse. On pourra discuter de tous ces éléments dans les échanges de questions. Alors, et la place du sommeil là-dedans. Alors, je ne l'utilisais pas uniquement comme métaphore par rapport au rêve, c'est que la place du sommeil, elle est intéressante pour un psychiatre parce qu'elle est le lieu où le rapport au physiologique est le plus proche puisqu'on enregistre électrophysiologiquement des gens et ça a un impact direct sur le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique des patients qu'on prend en charge. Donc pour un psychiatre, se coller au sommeil, c'est intéressant parce que ça nous fait coller à la soupe primordiale, au fait que le sommeil, c'est avant tout un comportement physiologique guidé par notre cerveau et auquel on a des outils. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est dans le DSM-5, quelle est la place des métaphores sommeil? Est-ce que la métaphore sommeil, insomnie, somnolence, elle a une place importante ou alors c'est juste une place annexe? Et là, l'équipe de Forbes a exploré toutes les unités symptomatiques du DSM-5 et voir où elles se retrouvaient dans les différents troubles. Et je vous le donne en 1000, les symptômes qui se retrouvent le plus fréquemment dans le DSM, c'est les symptômes d'insomnie, de somnolence et de difficulté de concentration, quelque chose en lien avec la vigilance. Ce sont les symptômes qui structurent le plus les interconnexions entre les différents troubles. Je vous le donne en termes théoriques, mais ça montre que dans la tête des psychiatres, il y a quand même quelque chose qui fait que, même peut-être sans s'en rendre compte, le sommeil avait une place importante par rapport à tous les unités diagnostiques qu'il peut y avoir dans le DSM. Nous, on a exploré ça également dans l'ICSD3, on confirme ça également, et il y a des petites variations entre notre exploration, nous, du DSM et de forme, mais on n'a pas le temps de s'y attarder. Les médecins du sommeil voient de la même chose
quand on regarde tous les symptômes qui sont dans les questionnaires de dépistage des troubles du sommeil, on peut extraire pour chaque cercle dans un questionnaire, pour chaque cercle un questionnaire, et chaque cercle contient plus ou moins de nombreux symptômes, on peut voir que les symptômes explorés le plus fréquemment en médecine du sommeil sont les plaintes d'insomnie et les plaintes de somnolence. Et donc, on peut représenter ensuite toutes les unités sémiologiques et c'est d'avoir un vocabulaire de traduction, un vocabulaire qui nous permette de nous comprendre si on prend au sérieux la sémiologie. Et vous pouvez naviguer dans cette interface, si vous scannez ce QR code, utiliser des interfaces qui permettent de visualiser les symptômes, de naviguer dans la sémiologie. C'est un élément qui est important, c'est un élément qu'on travaille à l'ESP, c'est un élément qu'on travaille spécifiquement en médecine du sommeil. Donc si vous scannez ce QR code, vous aurez accès au Sunburst qui nous permet de naviguer dans les différents symptômes et on va continuer à travailler sur cet aspect sémiologique par rapport aux symptômes. On a fait aussi pour l'insomnie, on est allé explorer toutes les échelles d'insomnie et voir quelles sont les unités symptomatiques qui sont dedans les échelles d'insomnie. Et on voit qu'il y a une grande variabilité, mais qu'un certain nombre de symptômes sont communs, notamment les symptômes d'insomniation, de maintien de réveil matinal précoce. Et donc là aussi, vous pouvez explorer la façon dont les symptômes peuvent être investigués en sémiologie. Donc je vous pose là juste l'aspect, la première marche du parcours qu'on peut faire quand on aborde rigoureusement la sémiologie. Et donc, ce qui se pose comme question, c'est comment ces symptômes s'organisent les uns avec les autres et comment on peut, une fois qu'on les a bien définis, les organiser, voir leur dynamique. Et ça peut se faire en analyse en réseau. On a fait l'analyse en réseau pour le DSM, on est en train de le faire sur des bases empiriques, mais déjà, quand on analyse ça dans le DSM ou dans l'ICSD-3, on voit que les symptômes centraux dans l'organisation des troubles du sommeil, c'est les symptômes d'insomnie et de somnolence. Et on a fait la même chose dans le DSM, ce qui nous permet d'expliquer pourquoi, si les symptômes d'insomnie et de somnolence qui sont des plaintes mentales, pourquoi les troubles du sommeil sont entièrement dans le DSM, comme le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est que la seule façon de savoir si un syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un trouble, c'est de poser des questions sur la sémiologie mentale. Et que c'est la plainte mentale qui nous fait accéder à la notion de pathologie dans un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est ce qu'on milite avec le groupe des médecins du sommeil psychiatres qui sont présents ici. Pour conclure et pour avoir un peu de temps de discussion, ça c'est dans la thèse de Julian Burger, il nous propose ce modèle. Ce modèle qui est à l'interface entre ce qu'il y a en bleu, quelque chose de théorique, et ce qu'il y a de la clinique. Et de penser les systèmes de traduction, les opérateurs entre la clinique et la recherche. Des opérateurs qui soient basés sur des métaphores qui soient rigoureusement structurées et qui ne soient pas uniquement la rêverie, même si la rêverie est importante. Et c'est cette articulation-là qui est importante à prendre avec la sémiologie. Et dans ce modèle, il nous dit à partir de l'expérience clinique qu'on prend au sérieux, à partir de la capacité du clinicien à faire de la formulation clinique, on peut intégrer les données et utiliser notamment les modèles de network pour pouvoir prédire les évolutions des patients. Et c'est dans ces systèmes d'interfaçage fluide que peuvent être pensées la psychiatrie de demain et la place de la physiologie. Alors, pour finir sur la rêverie, la psychiatrie, Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, dont le sous-titre, j'ai découvert ça hier soir, était « Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective ». Ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles éditions, ils l'ont retiré, cette contribution à la psychanalyse, mais bon, c'était quand même le titre de l'ouvrage. Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et oui, la sémiologie, c'est un obstacle. C'est quelque chose où on bute et où on essaye de scientifiser notre psychiatrie et de nous former comme cliniciens au regard de cet obstacle. Mais il nous dit aussi dans la psychanalyse du feu qu'il faut assumer la nécessaire conflictualité entre l'esprit scientifique et l'esprit onirique et s'extraire de l'échelle individuelle et proposer d'étendre cette conflictualité à un problème social. La solution pour faire face aux obstacles, c'est qu'elle doit tendre vers le fait de refuser à personnaliser sa connaissance pour corrélativement s'efforcer à socialiser ses convictions. Réintégrer le fait que la démarche, elle est collective et que le point de passage dans tout ça, c'est de réassumer rigoureusement le fait que la sémiologie a une place importante dans notre travail de chercheurs et de cliniciens. Merci pour votre attention.